L'intention, il faut qu'elle soit pure. C'est pas pour avoir une Mercedes, c'est pas pour avoir une Rolex, c'est pas pour avoir des souliers Gucci. C'est pas important, ça. Le client qui nous engage, il veut qu'on l'aide. Fait que nous, notre intention, ça doit être de vouloir aider les gens. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. C'est bon, man. Ah ouais, ça record. Bonjour Gab. Yes, salut, c'est vous. Ça va bien? Hey, ça va excellent, toi? Yes, ça va super bien. Tu sais quoi? Tu sais à qui tu me fais penser, Gab? Vas-y donc. Ryan Serhant. Oh, ok. Je sais pas, t'as un look, t'as le... Tu sais, quand tu fais ton marketing, quand tu fais tes vidéos, on dirait que tu fais penser à lui, là. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça ou c'est la première fois que tu entends? Ah, c'est la première fois, mais je vais le prendre comme un compliment. Merci. Ouais, tu l'aimes bien? Ben, écoute, je le suivais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais de ce temps-ci, il fait beaucoup de publicité sur Instagram parce que vu qu'il est plus relax, à New York, il vend toutes sortes de training. Fait que je le vois dans mon feed tout le temps, là. Oui, Il est proactif. C'est une machine comme toi. Exact. Alors, merci tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment un plaisir d'interviewer le Gabriel Laflamme. Donc, merci beaucoup. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, OK? Parle-moi un peu de toi, qui tu es, combien d'argent tu fais. C'est une blague. Combien de actions que tu fais. Parle-moi un peu de toi. Tu veux que je commence par quoi quand j'étais petit, mettons? Quand j'étais miniature? Ouais, comme tu veux. OK. Écoute, moi, je suis né à Laval. J'ai grandi à Laval, à Vimont, proche de la Cité de la Santé. Et puis, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le sport. Je jouais de la musique aussi. Je faisais du théâtre. Mais à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser au monde des affaires. Comme ça. J'ai demandé à mon père, je dis, Père, j'aimerais ça acheter un drum pour jouer de la musique. Mais il dit, écoute, faut que tu travailles. Je vois, mais j'ai 14 ans. Ben, j'ai commencé à aller recueillir des frites, des légumes dans les champs chaque matin l'été. Je mettais de l'argent dans mon petit compte à la Banque de Montréal pour m'acheter mon futur drum. Puis là, j'ai dit, Père, mais je veux plus de sous pour pouvoir aller à l'université plus tard. Il m'a dit, c'est une bonne chose, ça. Il dit, ben, va voir les voisins puis demande-leur s'ils veulent t'engager. Fait que là, moi et mon ami, on a été se faire des cartes d'affaires avec des dépliants. On a tout distribué ça dans le secteur pour tourner le gazon, la peinture. Fait que j'ai commencé vraiment à 14-15 ans à dire, oh, OK, si je vais voir les voisins, ils m'engagent, ils me donnent des sous, je les mets dans mon compte. Après ça, je peux acheter des choses que j'aime. Fait que ça a commencé comme ça, puis la suite logique, c'est que je suis rentré après ça à l'école. J'ai fait mon cégep, mon bac, ma maîtrise en administration. Puis j'aimais beaucoup les ventes, l'entrepreneurship. Fait que je suis rentré à l'université là-dedans, puis j'étais assoiffé à l'école. J'allais voir tous les professeurs, je levais ma main, je posais des questions, j'allais les voir à leur bureau. J'étais assoiffé d'apprendre des nouvelles choses. Ah ouais, j'étais content d'être à l'école. T'as toujours eu cette énergie? Là, je te vois, t'as l'air... Ouais. Ah, c'est clair, là, moi, j'étais un TDAH. Quand j'étais petit, là, c'était difficile à l'école parce que j'avais de la difficulté à me concentrer. Fait que ma mère et mon père, des parents exceptionnels, ils m'aidaient à étudier, ils m'aidaient à réviser, ils m'encourageaient, ils me donnaient de l'amour, ils me donnaient confiance en moi que tout était possible. Fait que, tu sais, ma mère, à moi, là, peu importe ce que je voulais faire. De la musique, elle m'encourageait. Du théâtre, elle m'encourageait. Un bac, elle m'encourageait. Une maîtrise, elle m'encourageait. Un titre de CFA, elle m'encourageait. Puis à chaque jour, je la vois encore parce que ça, c'est une maison intergénération. Puis j'ai construit ça pour elle et moi. Wow. Fait qu'à chaque jour, je vais la voir, elle m'encourage encore. Fait que je suis dans l'abondance et l'amour. Wow. T'as vraiment eu des parents qui ont vraiment donné une bonne leçon, ils t'ont toujours motivé, puis c'est ce qui fait que le Gabriel d'aujourd'hui, ben, ça fait une grande différence, tes parents, c'est ça? Définitivement. Si j'avais eu pas autant d'encouragement, ben, j'aurais eu peut-être peur de me lancer, tandis que les autres, ils étaient toujours mes meilleurs fans. Tu sais, ils voulaient que j'essaie.
Puis quand même que ça marchait pas la première fois, il m'encourageait. Il nourrissait ma curiosité. Excellent. Tu veux faire ça? Vas-y. Tu veux faire des sous et aller voir les voisins, ton orgazon? Vas-y. Tu veux étudier en anglais parce que tu parles pas anglais? Vas-y. Tu veux voyager? Vas-y. Fait que toutes les choses que je voulais faire, là, j'avais soif de découvrir des choses. Ben, j'avais vraiment la chance d'avoir pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour et d'encouragement. Vraiment. C'est un privilège. Vraiment, je remercie mes parents. Je les aime énormément. Et là, tu fais la même chose pour tes parents, pour tes enfants? As-tu Ben, des j'ai pas enfants? d'enfant, mais sauf que ma mère, je la vois chaque jour parce que j'ai Mhm. construit une génération. Puis mon père, il travaille pour moi. Fait que je les vois chaque jour les deux. Tu as Fait que, gardé la famille très proche. ben oui, c'est important la famille. Tu sais, là, tu es un courtier immobilier. Souvent, quand on est plus jeune, on ne dit pas on veut devenir un courtier immobilier. On dit, moi, je voulais personnellement devenir un policier il y a un certain temps, au secondaire, avant ça, un pompier. Toi, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu pensais à Ben, être courtier immobilier? écoute, moi, j'ai fait un bac, une maîtrise en administration. Puis quand tu vas à l'université, tu le sais, tu es à Concordia. L'université, c'est fait pour avoir un diplôme, puis après ça, aller en entrevue. C'est pas fait pour être entrepreneur, puis avoir ta business, puis être à ton compte. Le Mhm. système est fait pour que tu deviennes un employé. Puis c'est pas mal. C'est juste que moi, je pensais finir mon bac, ma maîtrise, puis devenir un employé d'une compagnie. Fait que j'ai fait exactement ça. J'ai commencé à travailler pour un gros bureau chef. Tu sais, je rentrais le matin à chaque heure à la même heure. Mais sauf qu'à chaque midi, j'avais 1 heure pour dîner. Je dînais en 1 minute, puis dans 59 minutes, je lisais des livres sur l'entrepreneurship, la vente, la business, l'investissement immobilier. J'avais un feu sacré. En dedans, ça bouillait. Fait que j'étais dans le milieu corporatif parce que l'université m'avait dit fais ça, mais en dedans, je, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'exploite. Sauf que je ne savais pas parce que à l'université, on ne me dit pas mets des sous de côté, pars une entreprise. J'avais pas Non. de modèle autour de moi que je pouvais m'inspirer. Je savais juste qu'il fallait que j'aille travailler pour des compagnies. Sauf qu'à un moment donné, en 2008, le marché boursier a planté. J'ai perdu mon emploi. Puis j'ai un de mes amis, Marc-Étienne Lambert, qui était déjà courtier immobilier chez Remax. Il m'a dit, Gab, il dit, tu serais tellement bon comme courtier. Il dit, tu sais, t'es discipliné, t'as de l'énergie, t'es passionné d'immobilier parce que j'avais déjà commencé à investir en immobilier. Il m'a dit, tu serais tellement bon là-dedans. Fait que quand j'ai perdu ma job, je check sur Google, je vois le cours d'agent immobilier au Cégep Montmorency à Laval. 102 piastres pour les livres. Je me disais, hey, c'est rien. Je viens de dépenser à 30 000 piastres à l'université dans mes cours, prêts et bourses. 102 piastres, c'est rien. Fait que j'ai commencé le cours juste par culture personnelle pour apprendre le métier de courtier. Fait que je me suis dit, ça va me servir dans ma vie pendant que je me cherche un autre job. Fait que là, je finis mes cours d'agent immobilier, puis je me dis, bon, il n'y avait pas trop de jobs encore parce que les marchés, la récession, c'était une situation de récession 2008-2009. C'était pas évident. Fait que je suis commencé à être courtier immobilier, puis je me suis dit, on va faire ça 6 mois, 1 an. Après ça, je retournerai dans mon ancien domaine. Fait que je suis rentré en immobilier. Je fais comme, si je travaille fort, je peux faire plus de sous. Puis si je suis encore meilleur, il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est terminé. Je ne retourne pas dans mon ancien milieu. Là. Fait que je suis devenu courtier, puis c'est ma 11e année cette année. Fait que je suis devenu courtier par erreur. C'était pas Moi, quand j'étais jeune, ben, dans mon album des balles définissants, j'avais marqué je veux être un homme d'affaires plus tard. Mais dans ma tête, c'était pour travailler pour. Je travaillais chez Rona, au bureau chef de chez Rona avant. Ben, c'était travailler peut-être, par exemple, être vice-président d'une compagnie ou président d'une compagnie qui existe déjà, pas la mienne, tu sais. Mais là, la vie a fait en sorte que je suis devenu courtier, puis je T'as suis pas heureux, la lâché. vie est belle. La vie est Ah, belle. c'est Puis ça. on a vraiment une belle. C'est un beau domaine. Tu peux travailler de partout. Là, présentement, avec le confinement, j'imagine que tu continues à travailler. Et il n'y a pas de limite. Tu peux faire ce que si tu mets l'effort, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir combien tu veux d'argent. Il n'y a pas vraiment de Ouais. limite. C'est vraiment cool. Ah, c'est sûr que c'est parce que, je vais te conter une anecdote. Quand j'étais dans mes anciens emplois, je me rappelle j'avais une année exceptionnelle. J'étais un trader, c'est-à-dire que je m'occupais de l'achat et la vente pour OK? un bureau chef. Puis là, j'avais eu une bonne année. Et à la fin de l'année, je me suis dit, je vais avoir une augmentation de salaire, je vais avoir un gros bonus. Puis là, finalement,
je vais voir mon patron, puis il me dit, cette année, Gabriel, ton bonus, c'est 0,6%, même pas 1% de bonus. Je pense que ça m'avait donné comme genre 180$ avant impôt, puis comme 92$ après impôt. Et là, je me suis dit, oh, j'ai surperformé, là. J'ai eu 90$ d'augmentation en bonus, avec un gros merci. J'ai fait comme, ça a vraiment été le déclic. Puis c'est correct parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur à son compte. Mais pour moi, j'avais soif. Je me couchais la nuit, je me réveillais parce que j'avais trop hâte de me lever pour aller lire mes livres d'investissement puis d'entrepreneurship. J'avais hâte au matin. C'est encore maintenant, c'est encore ça aujourd'hui. Fait qu'avoir 90$ de bonus, c'était le signe qu'il fallait que éventuellement je parte de mes propres ailes. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis ce qui est bien, c'est que quand on travaille fort, quand on est discipliné, puis surtout quand on garde le client en tête. On ne fait pas ça pour les sous. Les sous, c'est une conséquence de notre bon service. Le plus important, c'est de se concentrer sur le client. C'est quoi l'expérience client qu'on offre? Est-ce qu'on s'occupe du client comme c'est un membre de notre famille? Si oui, ben ça va faire en sorte qu'on va pouvoir aider plus de monde, plus de monde, plus de monde. Et si on le fait bien, puis on est passionné, puis on le fait pour les bonnes raisons, ben à long terme, après quelques années, ben on a une belle entreprise, que ce soit dans le courtage immobilier ou que ce soit quelqu'un qui a une pâtisserie ou qui est plombier ou qui est électricien. Le concept est le même. Puis c'est vraiment ça qui, je pense, qui est le attirant. C'est le potentiel, mais le fait de contrôler sa destinée. Je fais tel effort, j'ai tel résultat. Fait que c'est conséquent, les résultats sont conséquents de mes efforts. Fait que c'est vraiment ça que j'apprécie. Tandis que, tu sais, quand tu es un employé, tu peux vraiment donner beaucoup d'efforts pour ton employeur, mais finalement, comme tu as vécu, ton bonus de 0,9898%. 0,06. Puis ça me donnait 91$, 97$ de bonus. Exactement ça. Puis tu sais, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est parce que c'est triste de dire, wow, j'ai vraiment fait tous ces efforts, mais au bout de la ligne, j'ai pas le dividende de ça. Fait que la vie va bien les choses. Et tu sais, une des raisons pourquoi je voulais vraiment t'avoir dans mon émission, c'est parce que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, tu as une façon unique de te marketer. Si ça se dit, marketer, ça se dit, marketer? Exact, ben oui. Ouais. Je pense, quand tu filmes tes vidéos, tu as comme une histoire, tu racontes une histoire. T'es comme, vraiment, c'est un beau paysage. Ouais. Une belle école à côté. C'est différent, c'est nouveau. J'en vois pas beaucoup de courtiers qui font ce que tu fais. Je voulais que tu partages un peu, c'est quoi ton secret pour avoir réussi dans le courtage immobilier? Après ta 11e année, tu es encore là, surtout dans un domaine où c'est très difficile de démarquer puis réussir. Oui, tu as raison parce que les statistiques, c'est à peu près 50% des courtiers, après 1 an et demi, qui ont fait le cours, vont abandonner. Puis sur 5 ans, 88%, autour de 80% vont avoir quitté la profession. La perception, c'est que c'est facile. C'est facile de faire de l'argent immobilier, mais c'est pas le cas. C'est vraiment difficile. Parce que non seulement, il faut que tu vendes des maisons, mais il faut que tu fasses ton marketing, ta comptabilité, tes ressources humaines. Moi, j'engage des photographes, des équipes de tournage, un directeur marketing, j'engage des gens, 2 comptables, j'engage des gens qui m'aident à faire mon entreprise. Fait que je fais pas juste de la vente, je suis le propriétaire d'une entreprise d'immobilier. C'est comme ça que je me perçois. T'sais, j'ai des ressources humaines, il faut que je supervise tous les gens avec qui je travaille, il faut que je fasse la comptabilité, il faut que je fasse les impôts, il faut que je fasse la stratégie. Fait que c'est pour ça que pour avoir du succès en immobilier, je pense qu'il faut être prêt à rentrer, puis être humble, puis vouloir apprendre. Il faut être discipliné, puis il faut avoir toujours le client en tête. Ce que je le fais pour aider. Je vends des maisons, mais ultimement, ce que je le fais pour aider les gens. Je veux enlever un poids sur leurs épaules. C'est ça mon intention. L'intention, il faut qu'elle soit pure. C'est pas pour avoir une Mercedes, c'est pas pour avoir une Rolex, c'est pas pour avoir des souliers Gucci. C'est pas important, ça. Le client qui nous engage, il veut qu'on l'aide. Fait que nous, notre intention, ça doit être de vouloir aider les gens. Ça, c'est l'intention. Mais pour les habiletés à avoir, je pense que si vous êtes une personne qui est disciplinée,
que ça soit dans n'importe quelle sphère de leur vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, mais vous avez déjà une longueur d'avance parce que il faut être discipliné pour réussir en affaires. Même chose en immobilier. Tous ceux que je connais qui réussissent en affaires, c'est tous des gens qui sont vraiment disciplinés, qui font des choses difficiles, même si c'est pas le fun, mais ils le font chaque jour de façon répétitive. Puis c'est des gens aussi qui sont humbles, parce que moi, quand je suis rentré en immobilier, j'avais une maîtrise, j'avais un CFA, mais je connaissais rien de l'immobilier. Fait que ce que j'ai fait, j'ai été voir un monsieur qui était le maire au Québec. J'ai dit, garde, je veux être ton bras droit. J'ai travaillé pour lui pendant 2 ans. Je faisais pas beaucoup de sous, mais j'apprenais beaucoup. Puis je pense que c'est ça la recette. Il faut se coller obligatoirement à quelqu'un qui a réussi, puis s'inspirer de cette personne-là, puis d'écouter ce que cette personne a fait, puis d'apprendre tranquillement comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on gère son temps, comment est-ce qu'on gère les négociations, comment est-ce qu'on attire des clients, comment est-ce qu'on développe une confiance, comment est-ce qu'on développe le langage immobilier pour que les gens disent « Wow, ce gars-là, c'est un pro ». Mais ça s'acquiert beaucoup avec l'aide d'un mentor. C'est quoi un mentor? Ben moi, je suis courtier immobilier puis je commence, jour 1. Bon, ben, ce que je vais sûrement faire, là, je vais sûrement aller me promener dans les différentes agences immobilières, que ce soit n'importe quelle compagnie immobilière. Je vais essayer de trouver des courtiers qui sont vraiment performants puis de voir si je peux pas travailler avec eux. Comme courtier, on va dire plus junior, avec un courtier qui est plus senior. Parce que la courbe d'apprentissage, ça va être beaucoup améliorée par le fait qu'on va avoir quelqu'un qui nous donne toute l'information. Parce qu'on apprend très peu dans les cours. Tout s'apprend sur le terrain. Fait que si on a un bon mentor, ça c'est numéro 1. Qu'on a une bonne discipline, numéro 2, qu'on est prêt à apprendre, ben, je pense qu'après ça, la recette là, est là. On n'a pas à se casser la tête, il faut que ça soit simple. On se concentre sur le client, on a un mentor, on est discipliné, puis on se donne le temps de réussir. Après une couple d'années, 1 an ou 2. Parlons de mentor, est-ce que tu penses que les gens vont être ouverts, quelqu'un qui roule à fond, par exemple toi, OK? Et un nouveau courtier, il arrive, il se présente puis il dit, écoute, Gab, je serais intéressé à te shadow pour la prochaine année. Pourquoi tu vas vouloir dire oui? Je crois que tu es assez occupé, toi aussi, n'est-ce pas? Écoute, moi, pratiquement chaque semaine, j'ai des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux pour venir à mon bureau puis juste regarder comment je travaille. Puis c'est souvent les jeudis, vendredis. Puis je laisse tout le temps les gens venir. Ils s'assoient 3-4 heures. Je dis oui à tout le monde. Parce que il y a 2 types de courtiers ou de personnalités. Il y a des gens qui croient en l'abondance. Il y a beaucoup de clients dans le monde. Tout le monde peut avoir du succès. Je peux partager tous mes trucs. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais il y a des gens qui sont comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je partage tout avec les gens, puis je souhaite du succès à tout le monde. Il y a des gens, par contre, qui, eux, ne veulent pas donner de temps à personne, ne veulent pas partager leurs trucs parce qu'ils pensent que le succès, il est rare. Que si je leur donne des trucs, ça m'enlève de quoi à moi? Fait que moi, quand j'ai commencé comme courtier, là, et même encore maintenant, à chaque année, je contacte 4-5 courtiers partout à travers le Canada qui ne me connaissent pas. Je dis, on fait-tu un mastermind? Est-ce qu'on échange des idées? Puis quand je commençais, je dirais le 3/4 ne voulaient pas. Parce que c'était pas dans leur mentalité de redonner. Moi, j'aime ça. Écoute, je suis en santé, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai du succès en affaires, j'ai tout ce que je veux dans la vie. C'est mon devoir de redonner aux gens puis d'aider les gens qui commencent. Je le vois comme, j'ai reçu, je redonne. C'est automatique. Puis je vais recevoir encore plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité de rareté. Je peux pas faire ça. Puis ça leur appartient, puis c'est correct. Et moi, personnellement, je suis ouvert toujours. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Depuis le coronavirus, je dois avoir fait des masterminds avec peut-être 4-5 courtiers qui font des millions partout à travers le Canada. Je leur envoie un petit message, ils ne me connaissent pas, tout de suite, ils disent oui. Puis on fait 1 heure, 1 heure et demie, puis on échange des stratégies. Fait que moi, un courtier qui commence, là, tu prends le téléphone, tu appelles des courtiers. Est-ce que tu accepterais de venir prendre un petit café avec moi? Est-ce que ça te dérangerait si on irait dîner? Je t'invite à dîner. Les gens sont dans le jus, mais je veux dire, tout le monde aime ça donner. C'est le fun de dire, regarde, écoute, j'ai du succès, il y a quelqu'un qui commence, j'ai déjà été dans sa position. Puis je dirais aux gens de ne pas être gênés de le faire. Moi, là, tous ceux qui me le demandent, ça marche, ils peuvent venir. Tu sais, puis des fois, c'est un appel qu'on fait quand ils habitent loin, c'est par téléphone. Non, des fois, c'est par Zoom. Des fois, ils viennent au bureau. Puis, tu sais, ça me fait plaisir de leur donner. C'est sûr que, tu sais, dans une semaine, je suis pas mal occupé. Fait que généralement, je prends juste une personne par semaine.
ou par 2 semaines, puis je redonne au suivant, puis ça me revient. Puis je pense que ça serait ça. Un nouveau courtier, même si ça fait 2-3 ans que vous êtes courtier, mais que vous voulez avoir du succès, il n'y a rien qui vous empêche à chaque année d'approcher des gens, de dire, écoute, est-ce que ça te dérangerait qu'on partage des idées? Tu m'inspires. J'aimerais ça, tu sais, t'as parlé un petit peu de ton parcours, voir si tu peux pas me donner des trucs pour m'améliorer. Moi, je l'ai fait à partir du jour 1, à chaque année, 4-5 cafés, j'allais voir du monde, puis il y en a qui disent non, mais il y en a beaucoup qui disent oui. Puis ces gens-là, à chaque fois qu'ils acceptaient, j'appréciais énormément. Puis c'est pour ça que maintenant, moi, j'ai pas le choix de redonner à mon tour. Là. C'est une roue. Là. J'ai eu la chance d'avoir des... T'es vraiment généreux. Hein. Quand tu t'en donnes, effectivement, t'en reçois. C'est l'univers. Là. T'en donnes, exact. Tu reçois. C'est l'abondance, comme tu dis. Il y en a qui ont peur ils ont peur de dévoiler leurs secrets, mais en fait, il y a tellement d'abondance, il y a tellement de personnes. Tout le monde peut avoir du succès. À moins que tu veux être Amazon, ça c'est une autre level, je crois. Mais en tant que courtier, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, c'est le fun d'avoir de l'argent, c'est le fun d'investir, faire des sous. Mais à un moment donné, c'est qu'un coup qu'on se rend à une étape où on a du succès puis on a des sous, ben là, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, si on a juste fait ça pour l'argent, qu'est-ce qui motive l'expérience? Si personne t'aime. Si personne t'aime. C'est ça, exact. Tandis que si tu aides d'autres courtiers pendant ton parcours, tu développes un réseau de gens que tu apprécies, puis que tes clients, tu leur donnes un service exceptionnel, ben, tu as du plaisir à travailler avec tes clients parce que tu te concentres sur eux. C'est ton centre d'attention. C'est eux les héros de ton histoire, c'est tes clients. Puis en parallèle, tu aides des gens. Ben, tu sais, au moins, tu sens que tu contribues. Tu reçois, mais tu contribues. Fait que tu continues à avoir du succès, mais tu contribues. Fait que ça vient balancer les choses. Mm-hmm. Ben, c'est justement une des raisons pourquoi j'ai fait ce podcast. C'est pour les courtiers, par un courtier. Alors, mon but, c'est de vraiment interviewer les top guns du Québec et passer à l'entrevue puis demander leurs trucs, comment ils font, comment ils ont réussi. Comme un petit peu qu'est-ce que je fais avec toi. Et grâce à cette émission, je veux que le courtier qui nous écoute, ben, il prend une ou deux choses que le courtier nous partage et il applique dans sa business pour élever sa business. C'est un peu mon but dans tout ça. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Gabriel, il va nous faire inspirer. Mais comme tu l'as dit, bravo à toi d'avoir eu cette initiative-là. Je pense qu'en faisant ça, tu vas aider des gens. Puis dans 1 an, tu vas regarder en arrière et tu vas te rendre compte que ça va t'avoir aidé toi aussi. Puis comme tu l'as dit, le but, quand on écoute une formation, un podcast, souvent, c'est pas d'aller chercher 10 idées, c'est d'en avoir une ou deux. Tu retiens quelque chose, une seule chose ou deux, comme par exemple, mettons que tu écoutes le podcast, tu dis hey, c'est vrai, qu'est-ce que Gabriel dit? Je vais appeler un courtier qui est meilleur que moi, je vais l'inviter à dîner. Si fait juste ça, si chaque personne qui est en immobilier fait ça, même moi, même des courtiers qui sont les meilleurs au Canada peuvent trouver quelqu'un qui sont meilleurs qu'eux. Bien sûr. Dans une certaine facette de leur industrie. Comment il y a des courtiers qui m'approchent, ils font 5 fois plus que moi. Mais ils veulent avoir des conseils sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur la gestion du temps, sur la santé physique, sur l'entraînement. Fait que tout le monde peut avoir un conseil d'une autre personne. Fait que c'est pour ça que, comme tu le dis, on écoute une formation, peu importe laquelle, on prend ce qui est bon pour nous, une ou deux choses, on l'applique. Après ça, ça peut juste nous aider. Ça peut juste nous aider, exactement. Prochaine question. As-tu un outil de prospection, de marketing que tu adores, tu ne peux pas t'en passer? C'est vraiment ça qui t'aide à vraiment aller chercher beaucoup de leads. Aller chercher des leads ou faire le suivi des leads? Alors, les deux. Tu fais quoi? Tu peux me répondre aux deux. Ça peut être intéressant. Écoute, pour la prospection, moi, je prospecte, je te dirais régulièrement, je dirais à chaque jour pratiquement, mais pas beaucoup. Genre, en moyenne, je prospecte peut-être 45 minutes. Je vais à forte intensité avec beaucoup d'énergie. Mais j'aime mieux prospecter à chaque jour 45 minutes, 1 heure, que de faire 3 heures puis de me décourager. Puis tous les gens en affaires, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, c'est quelque chose qui nous touche parce que pour aller chercher de la clientèle, il faut aller la chercher. Prospecter, c'est un bon outil. Fait que je fais des appels téléphoniques à chaque jour.
sais, c'est la base, ça existait il y a 30 ans, je le fais encore. J'appelle, quand que je vends, par exemple, une maison sur une rue, ben, je vais appeler les voisins. Je vais leur dire, hey, êtes-vous curieux de savoir qui s'en vient dans votre secteur? Vous voulez savoir qui s'en vient? Ben, ouais, ben, c'est un couple. Ils sont assez charmants. La fille, c'est une infirmière. Le monsieur, c'est un pompier. Vous allez être en sécurité. S'il y a de quoi, vous allez pogner à la porte, vous avez besoin de faire de la rive à un moment donné. Vous allez taper à cogner à la porte, madame l'infirmière est là. Puis s'il y a un feu, vous avez le voisin qui est là pour vous aider. Fait que je mets de l'humour, j'appelle les gens. Fait que j'appelle les gens sur des rues que moi, j'ai vendues. Parce que les gens, ils veulent savoir. Ils trouvent ça plus pertinent. C'est moins intrusif. Puis quand je leur parle comme je te parle là. Je suis pas en train de leur faire un pitch de vente. Je suis un être humain, je suis un autre être humain. Puis j'ai une discussion avec eux, un échange, je pose des questions. Puis des fois, ils vont dire, ah ouais, comment ça s'est vendu? Ah, nous autres, c'est pas pour cette année, mais c'est dans l'année prochaine. Je rentre ça dans la base de données. Fait que je fais ça. C'est vraiment créatif. Puis juste 2 secondes. Est-ce que tu frappes à la porte ou tu t'appelles? Je fais les deux. Les deux. Mais quand je vais à la porte, par exemple, là, je peux me gâter parce que moi, j'aime ça rigoler. Fait que quand je cogne à la porte, des fois, je vais leur dire, je vais commencer. Hey, connaissez-vous Mathieu et Caroline? Non, t'es qui, toi? Ben, écoutez, je vais me mettre dans le contexte. Vincent, ils sont là-bas, c'est le petit couple au bout de la rue, là. Je viens de vendre leur maison. Là, vous allez avoir des nouveaux voisins. Voulez-vous savoir, fait que là, je vais demander savoir qui va déménager. Après ça, je vais leur demander, fait combien de temps qu'ils habitent sur la rue, tout ça. Là, je dis, écoutez, je voulais juste vous aviser que vous allez avoir des nouveaux voisins, puis qu'on a eu 44 personnes qui sont venues visiter la maison, puis il y en a 4 couples qui la voulaient. On a juste vendu à un couple, mais il y en a 3 autres qui veulent acheter sur la rue. Fait que j'essaie d'avoir de quoi de concret. Mm-hmm. J'ai vendu elle, j'ai d'autres personnes qui ont visité elle qui veulent acheter sur la rue. Est-ce que ça pourrait être vous? Puis là, je prends leurs coordonnées. Mais ça demande la discipline, puis il faut se dégainer parce que tu es connu aux portes. Bien sûr. C'est pas tout le monde. Mais sauf que, tu sais, c'est un être humain, tu es un être humain, tu fais pas de bonjour, je travaille chez Remax, je veux vendre votre maison. Les gens, ils veulent pas se faire vendre, ils veulent acheter. Ils veulent pas, ils veulent avoir le choix. Fait que moi, je cogne, puis j'y vais par la curiosité. Après ça l'amène un échange. La curiosité. Vraiment bien exactement. Dit. Puis des fois, quand j'ai une maison à vendre, je cogne, puis je dis, écoutez, je voulais juste vous aviser, cette semaine, j'ai mis la maison à vendre. Soyez pas surpris si vous voyez des dizaines, peut-être même 100 voitures passer cette semaine. C'est normal. C'est normal. C'est parce que j'ai fait beaucoup de publicité pour la vente de cette maison-là. D'ailleurs, samedi ou dimanche à la visite libre, s'il y a une ligne d'attente, c'est normal aussi. C'est normal, inquiétez-vous pas. Fait que là, les gens, tu sais, je joue avec l'humour, mais je les avise qu'il y a une visite libre, mais les gens vont dire, tabarnouche, il est allumé, lui, il est proactif. Fait que j'appelle les gens sur des rues comme ça. Je vais voir un peu quand je vais à la maison les gens sur la rue. Puis le plus important, c'est que si j'appelle des gens, puis je vais les voir, ben après ça, ces coordonnées-là, si je fais rien avec, ça n'a rien servi de prospecter. Fait que c'est important de prendre les coordonnées des gens qu'on prospecte, puis de les rentrer dans une base de données pour qu'après ça, on puisse les ressolliciter. Tu sais. Fait qu'après ça, moi, je prends leurs coordonnées, je rentre au bureau, je leur rentre ça dans la base de données. Après ça, je peux les ressolliciter, les appeler, leur envoyer de quoi par la poste. Tu sais, c'est comme un gazon. Tu sais, si tu as un beau gazon, on enlève le vieux gazon, tu mets de la terre, de la semence, de l'eau, du soleil, ça pousse. Mais ça m'a fait. Une base de données, tu rentres des nouvelles coordonnées, c'est de la semence, puis après ça, tu le nourris, tu l'entretiens, puis après ça, tu vas avoir un beau gazon. Fait que c'est pas quelque chose qui se fait instantané. Tu sais. Sauf que il y a des gens que j'ai été voir il y a 3 ans qui me rappellent 2 ans plus tard, elles sont prêtes. Fait que ça fait en sorte. Puis ça, c'est comme le gym. La prospection, là, c'est comme le gym. C'est mieux de t'entraîner 5 fois semaine, 45 minutes, que de t'entraîner 2 fois 2 heures. Fait que si tu fais un petit peu de prospection chaque jour, tu restes réchauffé. Tu n'as pas de blessure, tu es tout le temps prête, tu es sur la pointe des pieds, tu es tout le temps prête. Tu es prête. Tu le fais pas parce que tu veux de l'argent, tu le fais pas parce que tu veux des commissions, tu le fais pour garder le muscle chaud. Tu restes sharp. Chaque jour, tu le fais un petit peu. Tu perds pas la main. Tu nourris ta base de données. Tu le fais comme une habitude. Beau temps, mauvais temps. Il y a une tornade dehors, tu le fais. Tu le fais beau temps, mauvais temps. Puis ça devient plus facile. Fait qu'à chaque jour, tu le fais un peu. Et moi aussi, ce que je fais, tu m'as demandé des outils. J'ai un cartable, ça d'épais. Puis tous mes contacts que je dois faire des suivis, je les rentre sur papier là-dedans. Fait que le jour, parce que j'aime ça écrire. Tu sais, quand tu fais une discussion avec quelqu'un, tu écris. Mm-hmm. Fait que des fois, j'ai mon cartable avec mes coordonnées des gens qui doivent faire des suivis, puis je le traîne avec moi. Dans l'auto, en deux rendez-vous, je sors ça, je fais 4-5 appels parce que j'ai 20 minutes.
Le matin, j'arrive, je déjeune, je sors ça, j'appelle lui. Fait que je suis tout le temps en mode suivi, suivi, suivi. J'ai mon cartable, je l'appelle le Golden Book. Petit cartable avec des feuilles. Puis tous mes suivis, je mets ça là-dedans. Puis je l'ouvre à chaque jour. Je peux le consulter 10 fois par jour. J'appelle. Fait que je suis tout le temps en mode, ah oui, c'est vrai, telle personne, fallait que je le rappelle. Fait que j'ai tout le temps devant les yeux. Je l'ai dans ma base de données, je l'ai devant les yeux. Puis je traîne mon cartable, puis je traîne mon agenda. That's it. Wow, j'aime vraiment ton exemple de gym. Là, tu me primes, là. J'ai envie d'appeler quelqu'un. C'est clair, mais si tu es discipliné à aller au gym 5 fois par semaine, par exemple, c'est vrai. OK? Ça va t'aider à être discipliné en prospection. Parce qu'aller au gym, c'est pas nécessairement. Tu sais, moi, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Et faire de la prospection téléphonique, là, c'est pratiquement plus dur qu'aller au gym. Là. Ça demande une force mentale. OK, je vais me faire dire non, je vais être combatif, je vais être résilient, je vais le faire quand même. Si tu vas au gym à chaque jour, puis tu fais ta lecture à chaque jour, puis tu te couches de bonne heure à chaque jour, puis tu t'alimentes bien à chaque jour, bien, quand tu arrives au bureau pour prospecter, ça se fait naturellement. C'est l'effet domino des autres habitudes qui ont fait en sorte que c'est plus facile. Tu as le rythme. Tu n'as pas perdu le rythme. Là. C'est tu le rentres momentum. au bureau, tu y vas. Souvent, ce que je fais, c'est que j'arrive au bureau, je dépose mon manteau. Des fois, j'ai encore mes bottes d'hiver, j'ouvre mon cartable de prospection, puis je commence là, parce que je sais que si j'attends 1 heure, ça va être dans 2 heures, dans 3 heures, je vais leur pousser. Fait que je clenche mon 45 minutes en partant, c'est fait, la journée commence. L'art du momentum. C'est quand tu as le momentum. Exact. Des fois, tu vas 5 jours de suite au gym, puis tu dis, je vais arrêter 3 jours, j'ai d'autres choses à faire. Là, tu viens de perdre le momentum, c'est plus difficile d'embarquer retourner au gym. Alors, c'est sûr. C'est le momentum. Puis si tu le coupes, c'est dur de recommencer. Tu vois, pendant le coronavirus, là, ça fait comme 3-4 semaines, moi, je me suis entraîné chaque jour. J'ai un de mes amis qui a un gym qui s'appelle Optimum Fitness Club. Mm-hmm. Il fait des entraînements de 30 minutes gratuits sur Facebook. Je m'entraîne à chaque jour. Chaque je jour. saute pas, je fais chaque jour. Puis je lis à chaque jour 2 heures par jour. J'ai 2-3 livres que je lis tout le temps. Parce que j'aime ça apprendre. J'aime ça m'entraîner. Mais c'est aussi pour ce que ça fait sur tout le reste. Tu sais, je stimule mon cerveau, je stimule mon corps, mes muscles. Fait que je reste sharp. Et quand ça va repartir, là, moi, je serai pas rouillé. Là. Je vais être comme ça piste, du 100 mètres aux Olympiques. Je vais être prêt à décoller parce que j'ai pas lâché les habitudes. Je suis resté comme réchauffé tout le temps. Tu sais, quand tu vois du monde qui font du jogging puis à la lumière, là, ils continuent de courir, là, puis attendent que la lumière elle tourne en verte. Ben moi, c'est ça. J'attends que la lumière elle tombe verte. Puis dès qu'elle va tomber verte, pow! C'est puissant. J'espère que les gens vont vraiment adorer comme moi, j'aime ce que tu dis. Vraiment, Gab, c'est fou ce que tu dis. C'est simple. C'est pas compliqué. Hein? C'est juste une question d'énergie et de mindset. Est-ce que tu aimes Tony Robbins? Ben oui, sûr. Mon coach, j'ai un de mes coachs qui a été coaché pendant plusieurs années par Trevor McGregor, puis c'était un coach de Tony Robbins. Il parle d'énergie, Tony Robbins, beaucoup sur l'énergie. L'énergie, il dit, ça se crée. Faut pas que tu te dises, t'as pas d'énergie, c'est parce que je suis juste comme ça. L'énergie, ça peut se créer. Puis même si tu es extraverti ou introverti, si tu stimules ton énergie, puis tu bouges, ça va paraître dans ta voix, ça va paraître dans ton ton de voix, comment tu vas interagir avec les gens. Et puis, tu sais, quand j'arrive au bureau, moi, là, les gens, des fois, ils me regardent. Mon adjoint, il se retourne, il s'appelle Chaudemont, il me retourne, puis il me regarde, puis il rit. Des fois, je fais des push-ups, là. Je fais des push-ups, des jumping jacks. Je fais vraiment des push-ups. J'enlève mon veston, je fais des push-ups, puis je danse, puis je crie dans le bureau, là. Je me crains, je me prime. Puis Tony Robbins fait la même chose parce que, tu sais, Make a move. Make a move. Lundi matin, il faut que je téléphone. Est-ce que ça me tente? Non. Mais je me prime. Je me mets dans un état où je vais le faire. Parce que je sais que c'est juste de débuter. Je sors mon cartable, je fais des push-ups, je me mets debout, je mets de la musique, je dis à mon adjoint, let's go, let's go, let's go, je suis là pour aider le monde. Encore là, le mindset, c'est quoi? Mon but, j'appelle pour aider. C'est pas pour faire de l'argent, mon but, c'est pour aider. Parce que si j'aide, l'argent va venir. Je suis là pour aider, je suis là pour aider, je suis là pour aider, je suis là pour aider. Fait que je suis pas là pour agacer les gens. Je suis là pour voir est-ce que je peux les aider avec un besoin immobilier, que ce soit maintenant ou plus tard. Ou juste une discussion. Ils veulent avoir des idées sur c'est quoi les taux d'intérêt, c'est quoi une référence pour quelqu'un pour rénover mon sous-sol. N'importe quoi, comment je peux les aider, je vais le faire. Fait que je prends le téléphone, qui je peux aller aider aujourd'hui. C'est ça ma mission. Puis je me prime. Let's go, let's go.
Tu me primes, Gab, tu me primes. J'ai le goût de mettre mes shorts, d'aller courir dehors, kilomètres. Oh mon Dieu, là, c'est bon, j'adore. Là, tu me parles de prospection, porte-à-porte, appel téléphonique. Maintenant, durant le confinement, faut s'adapter. Oui. Faut s'adapter et on peut pas faire les mêmes choses qu'on faisait avant le confinement. C'est-à-dire frapper à la porte, parler aux gens en personne. Alors, qu'est-ce que tu fais de différent pour continuer à faire la prospection? Ben, je te dirais que la prospection est plus douce en ce sens où quand on parle avec les gens, c'est plus comment ils vont. Tu sais, comment vous allez en ce moment? Peut-être moins transactionnel, plus côté humain, parce que tu veux s'assurer que les gens ils vont bien, puis de juste développer une genre de relation, puis d'effleurer peut-être le sujet d'immobilier, puis de peut-être semer des graines de garde. Écoutez, j'appelais juste pour savoir comment vous alliez. Est-ce quelque chose que je peux faire pour vous aider dans ces temps-là? Est-ce que vous vous arrangez comme il faut? Avez-vous peut-être entendu parler que les taux d'intérêt avaient baissé parce que les taux d'intérêt ont baissé? Fait que s'il y a des gens qui sont, exemple, à 3,8 sur leur hypothèque, ben, tu peux leur référer à un banquier qui va leur signer un nouveau prêt à 2,6, 2,7. Mais essentiellement, la discussion est moins transactionnelle, un peu plus humain. On discute juste, c'est juste pour garder le contact. Mais en termes de solutions, tout se fait par vidéo. Ce qu'on fait là en ce moment, là, hier, j'ai fait des visites toute la journée. J'avais un acheteur d'un bord, un vendeur d'un côté. Il y avait sûrement moi dans le milieu avec un autre courtier. Des fois, il y avait la grand-mère, il y avait les membres de la famille, on était 6. Puis là, on visitait une maison. Exact, sur Zoom. Puis là, tu as les propriétaires, là, on dit, OK, montrez-moi l'armoire. Là, ouvrez l'armoire, on peut voir si c'est assez profond. Fait que là, on suit le propriétaire qui nous montre ça dans la cour. Fait que, après ça, on dit aux gens, regardez, quand vous allez refaire votre commande d'épicerie, en venant avec votre épicerie, passez devant la maison, voir comment vous avez le secteur. Fait que c'est essentiellement ça qu'on fait. On sert des outils technologiques. Évidemment, il y a les signatures électroniques. Mais j'ai fait plusieurs ventes jusqu'à maintenant, depuis 3-4 semaines. Pour vrai? Pendant le COVID. Oui, plusieurs ventes. On s'est organisé pour trouver des solutions. Mais c'est beaucoup vidéo. S'il n'y avait pas de vidéo, on serait mal pris. Moi, personnellement, si je veux acheter une maison et si je veux vraiment habiter là-dedans, pour moi, faut que je sens la maison. Faut que je sois là-dedans pour sentir la maison. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui pense pas comme moi, puis ils se disent que moi, je suis capable de faire une transaction toute virtuellement, puis finalement aller voir la visiter. La maison, comment que ça se passe? En fait, c'est que les transactions qu'on a réalisées depuis 3 semaines, c'était des gens qui avaient déjà visité, exemple, mes maisons avant, puis ils disaient, moi, y penser. Puis là, finalement, ils l'ont déjà vu, fait qu'ils n'ont pas besoin de l'avoir. Ceux qui ont fait des nouvelles offres d'achat qui ont été acceptées, ils ont mis comme condition qu'ils puissent faire la visite et l'inspection le 4 ou le 5 mai lorsque ça recommencera. Tu comprends? Donc, ils peuvent s'occuper du financement pour le moment, dire, regarde, je vais donner ma lettre finale de la banque tout de suite. Il va juste me rester la visite et l'inspection la minute que ça repart. Mais c'est souvent des gens qui sont vraiment sérieux. Tu sais, exemple, ils ont vendu leur condo, puis ils doivent être déménagés dans une maison le 22 juin. Eux, ils savent là, qu'ils sont vraiment sérieux, ils n'ont pas le choix d'acheter. Fait que c'est une clientèle qui vont acheter maintenant. C'est souvent les gens qui sont vraiment sérieux puis qui n'ont pas le choix, ils doivent acheter pour une date spécifique. OK, je comprends. Fait que, et puis c'est un peu ça. Moi, j'ai la chance de faire des vidéos pour mes propriétés à vendre, fait que les gens ils peuvent voir les vidéos de chaque maison à l'intérieur, extérieur. Puis en même temps, ils peuvent rigoler un peu parce que dans mes vidéos, j'essaie de les divertir. Puis des fois, c'est vrai. On le voit, puis c'est ça qui fait que tu te démarques des autres. Puis parlant de marquer, c'est quoi tu fais un peu de tout. C'est ça que je remarque. Tu frappes à des portes, tu fais la prospection par téléphone et t'es aussi présent, très présent même sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, là, des fois, je browse, puis là, à un moment donné, je tombe sur une de tes vidéos. Alors, c'est quoi l'importance d'être sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui négligent les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin ou c'est pas fait pour moi. Mais je le comprends parce que moi, j'étais nulle part sur les réseaux sociaux avant. J'ai commencé le 23 mars 2017.
C'est la date exacte. Ça fait 3 ans. Avant ça, je n'étais pas nulle part sur les réseaux sociaux. Je me disais, ça me tente pas, c'est pas pour moi. Puis j'écoutais beaucoup Grant Cardone, tu sais, je suivais ses formations, même le 5, 6, 7 ans, puis il me disait, you have to be omnipresent. Ça veut dire qu'on doit être omniprésent partout sur les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. Puis moi, j'écoutais ça, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais faire ce qu'il disait. Puis j'écoutais aussi Gary Vee qui disait que ça y avait pris 1 an et demi à faire des vidéos de promotion pour sa business de vin, parce que lui et son père avaient une business de vin. Il vendait du vin, toutes sortes de vins. Puis il dit que ça a pris 1 an et demi à faire des vidéos de vin avant qu'ils sentent que ça marchait un petit peu. Fait que quand j'ai commencé le 23 mars 2017, ça fait juste 3 ans, fait que c'est important que les gens comprennent que ça peut se faire assez vite. Je me suis dit, je vais me donner au moins 2 ans à le faire avant de dire que ça marche pas. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos, d'écrire des articles, de faire des publications sur tous les différents réseaux sociaux. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai que ça prend du temps avant que ça marche. Au début, les gens, ça marchait correct. Mes vidéos, ils étaient corrects, mais à chaque année, j'étais un petit peu meilleur, puis j'étais plus à l'aise. Puis j'aimais plus ça, puis j'y ajoutais ma couleur. J'étais plus moi-même. Puis ça a pris exactement 30 mois avant que ça marche, vraiment. Ça veut dire que ça a pris de mars 2017 à septembre 2019 avant que je dise « Wow, là, ça marche ». Parce qu'en septembre 2019, j'ai reçu 15 personnes qui m'ont contacté dans un seul mois pour me dire « Je veux que tu m'aides à acheter ou vendre une propriété ». Puis là-dessus, le 3/4, c'est des inconnus que je connaissais pas. Mais les 29 mois précédents, je n'avais pratiquement pas de retour. Fait que ça m'a pris à chaque semaine pendant 30 mois faire des vidéos, des posts. Je suis parti de 0 view à plus qu'1 million. Mais ça a pris 30 mois. Ça veut dire que si j'avais abandonné le 26e mois, j'aurais pas eu les répercussions, les dividendes du 30e mois. Avec les 15 références en un mois, j'étais comme, wow, je disais à ma mère et mon père, j'en reviens pas. Chaque jour, quelqu'un m'appelle pour me dire qu'ils veulent que je les aide parce que ça fait 1 an qu'ils regardent mes vidéos. Comme toi, tu m'as découvert à cause des vidéos. C'est exactement. Fait que le conseil que je donnerais aux gens, c'est pas de penser en termes de quantité de publications ou de quantité de vidéos, puis de vous dire, je suis pas bon. C'est pas important d'être bon. Chacun a sa couleur. Chacun a sa façon de véhiculer une information. Chacun a son style. Puis l'aisance va venir avec le temps. Et puis, c'est pas de vous dire, je vais faire une vidéo par semaine. Ça peut être une vidéo par mois ou une vidéo par 2 mois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les vidéos, ça peut être des photos. Ça peut être des articles. Ça peut être un podcast. Mais le point, c'est que c'est une vitrine. Et puis, souvent, beaucoup de gens me confient que des fois, ils vont tourner des vidéos qu'ils n'ont jamais publiées parce qu'ils ont honte. Je me trouve pas bon finalement. Là, ça. Je suis pas à l'aise. Mais je me dis, regarde, c'est triste. Tu sais, moi, mon premier vidéo, là, je l'ai encore sur mon cellulaire. Puis des fois, je le regarde, je me dis, boy. Ça m'a pris 4 heures à faire mon premier vidéo. Pour mon premier vidéo de 2 minutes. 4 heures. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai commencé à 1 heure, j'ai fini à 5 heures. J'ai fait comme 50, 60 fois la même chose. Puis même le dernier, je le trouvais maintenant, je le regarde, puis je peux pas croire que je l'avais publié. Mais tu sais, je dis ça parce que les gens, ils se plaignent, ils se disent, je suis pas bon, je parle pas bien français, je parle pas bien anglais, j'ai un accent, tu sais, je bégaye ou je bouge trop. Tout ça, c'est pas important. L'important, c'est de le faire tranquillement, de parler de qui vous êtes. Si vous savez pas quoi faire, parlez de vos clients. Parlez de vos clients. Qu'est-ce que vous faites pour vos clients? C'est quoi l'histoire de vos clients? Contez une histoire. C'est quoi l'histoire qui est arrivée avec ce client-là? Contez une transaction. Comment est-ce que vous l'avez aidé? C'est important de parler de soi, mais c'est plus important de parler de comment vous aidez les clients. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Puis, quand on fait des vidéos, quand on fait des publications, l'important, c'est de garder en tête que les gens sont ultra sollicités. Il faut être un petit peu divertissant, puis être informatif, puis être pertinent. Fait que vous êtes mieux d'en faire un petit peu moins, d'avoir une pertinence, d'être divertissant, de conter une petite histoire, que d'en faire plein juste pour en faire qui ont une qualité un petit peu moindre. Fait que la qualité est plus importante que la quantité. Puis même si votre style est différent, même si vous avez un accent, parce que moi, je vais commencer bientôt à faire un podcast en anglais. C'est mon défi pour le prochain 6 à 12 mois. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent partout à travers la province du Québec. Je fais un podcast sur l'entrepreneurship.
parce que ça me Mhm. passionne. Mhm. Puis il y a plein de monde qui m'appelle, qui m'envoie des courriels, qui veulent me rencontrer, qui me proposent de donner des conférences en France, en Belgique, à cause d'un podcast en français. Je me dis, wow, les répercussions sont incroyables. Je Imagine me en dis, je vais en anglais. faire un en anglais. Je vais en faire un en anglais parce que moi, mon anglais est peut-être, on va dire, 8,2 sur 10. Tu sais, il n'est pas parfait, mais j'ai étudié en anglais un petit peu pour être capable de parler, mais je vais le faire quand même. Fait que prenez-moi comme exemple. Je vais faire un podcast en anglais. Je parle bien anglais, mais je suis pas anglophone. Fait qu'il faut pas se laisser avec des barrières de la gêne. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, allez faire un cours chez Toastmasters pour apprendre à parler en public. Puis ça va être bénéfique aussi quand vous allez parler à vos clients. Tu Quand fais? vous allez parler. Oui, oui, ben oui. Les mercredis Toastmaster. de 7 à 9. Puis, C'est le Laval? oui, à Laval, à Sainte-Rose. Puis Mhm. ça apprend à bien parler de façon structurée, avoir utiliser des synonymes, accepter d'avoir des pauses quand on fait une présentation, de ne pas faire à chaque moment. Puis de structurer nos idées quand on parle, puis d'emmener des histoires, puis de faire des variations de ton plutôt. Parler plus fort, parler plus doucement, accélérer, ralentir, garder les gens dans les yeux, comment capter l'attention, comment garder l'attention, comment être informatif. Fait qu'il y a des ressources, ça coûte pratiquement rien, Toastmasters. Ça a vraiment été bénéfique pour toi. Là, tu fais des présentations. Je vois un peu dans tes vidéos que tu fais des présentations. Mais je sais pas de quoi tu parles. Tu parles exactement? C'est sur l'entrepreneurship, exactement, c'est ça? Exact. Exact. Je fais un podcast sur l'entrepreneurship. Je fais des capsules aussi sur l'immobilier. Je fais des capsules sur des présentations de maisons en immobilier. Puis, Mais non, à un moment donné, j'ai vu une vidéo où tu parlais devant une foule de gens. ah oui, ça, c'est j'ai donné une conférence sur, Ouais, c'est ça. à des gens qui sont en affaires. OK. Mais les cours de Toastmasters, c'est bon pour tout le monde. Ça peut être pour un professeur, ça peut être pour un père de famille, ça peut être pour un directeur qui a des employés. Tu sais, le langage, bien parler, bien véhiculer un message, ça peut être bon dans toutes les sphères de nos vies. Bien Tu sûr. veux passer une entrevue, tu veux bien parler, tu veux bien interagir, tu veux bien poser des questions, tu veux parler avec assurance, avec confiance. Parce que les gens pensent que ça prend plusieurs diplômes pour avoir du succès en affaires ou comme courtier. Ta capacité à bien parler au téléphone puis en personne, je pense que c'est une des habiletés les plus importantes. Parce que si tu parles bien, si tu t'exprimes bien, tu vas inspirer confiance aux gens. Quand les gens ont confiance, ils font affaire avec toi. Sauf que Absolument. si tu cherches tes mots, si tu es hésitant, ben, des cours pour parler en public, ça t'aide à être moins hésitant. Ça t'aide à exposer tes idées. Et puis, mieux on communique, meilleurs sont les résultats. Ça peut juste aider. Fait que moi, je le conseille à tout le monde. Français, anglais, ça existe depuis 1924. Ça peut aider. Puis j'ai même pris aussi des cours d'acteur devant la caméra parce que je me suis dit, je fais des vidéos devant la caméra, mais où je regarde dans la caméra? Comment est-ce qu'on prend des pauses? Comment est-ce qu'on se déplace? Fait que comment est-ce qu'on articule? Parce que moi, je parle vite. Moi, je parle vite. J'ai 36 000 idées qui veulent sortir en même temps. Faut que je ralentisse. Faut que j'articule. Fait que je me suis pris un professeur qui était professeur pour les acteurs. Puis j'ai dit, aide-moi à mieux parler. Aide-moi à mieux articuler. Puis encore maintenant, là, moi, je trouve que je parle encore trop vite. Mais regarde, j'essaie d'aller chercher des outils pour mieux m'exprimer, pour que ça soit plus compréhensible pour les gens qui sont à la maison, qui regardent mes vidéos sur les maisons que j'ai à vendre. Puis... Ce que je remarque, Gab, les gens qui ont beaucoup de succès dans l'immobilier, c'est qu'ils sont constamment en train de vouloir apprendre. Ce que tu fais un peu avec, j'ai jamais su que tu prenais des cours d'acteur. C'est malade, là. Tu Mais sors c'est un le peu fun. vraiment de la zone de confort pour vraiment donner ton maximum sur tout ce que tu fais. Oui, ben je pense que encore là, il faut être humble. Regarde, j'ai pas toutes les connaissances, mais des gens qui sont meilleurs que moi. Puis je vais aller les questionner, je vais aller m'inspirer d'eux, acquérir des outils, des habiletés pour peut-être mieux performer. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais. Parce qu'à un moment donné, quand tu as du succès, mettons, t'es courtier immobilier, tu as du succès. Mais comment est-ce que tu fais pour que ça reste plaisant faire ton métier? Parce que sinon, tu vas trouver ça plate après une année morte. Bien sûr. Tu vas te prendre pour acquis. Tu n'auras plus le feu sacré du début. Mais quand tu continues à apprendre des nouvelles choses, quand moi j'ai commencé à faire des vidéos, c'était parce que je voulais que ça demeure intéressant l'immobilier. À l'année 7, j'ai été courtier 7 ans sans faire de publicité. À l'année 7, j'ai dit là, je fais des vidéos. Je veux devenir bon là-dedans.
Fait que moi, j'ai un coach aussi pour le marketing. J'ai un coach marketing. Chaque semaine, on se parle parce que je veux développer mes habiletés en marketing numérique. Je veux devenir un pro de ça. Puis je rédige. J'ai aussi un rédacteur avec qui je travaille. Quand je rédige des articles, je veux qu'il me corrige pour m'aider à avoir des articles plus percutants. Fait que, tu sais, les ressources sont là. C'est juste, est-ce qu'on va utiliser les ressources? Puis c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, hey, Gabriel, c'est un crinqué, lui. Je veux dire, il arrête jamais. Mais tu sais, c'est ma personnalité. Moi, j'ai soif d'apprendre. C'est ça qui me rend heureux. Tu sais. Mm-hmm. Yeah. Mais je suis sûr qu'il y a bien des gens à la maison qui sont comme ça, qui disent, ah, moi aussi, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse ça. Mais si ça vous intéresse, il y a YouTube, il y a des formations, il y a des livres. C'est accessible gratuitement. Tu le prends, tu le mets dans ton bagage à outils. Puis après ça, tu es plus outillé pour faire face à toutes sortes de situations de la vie de tous les jours. Je suis craqué, mon gars. Je pose des bonnes questions, alors. C'est bon. Parlons de... Ah, j'adore. Parlons d'une transaction, qu'on va vraiment rentrer dans une transaction. Décortique-moi. Pourquoi un client te fait confiance du début jusqu'à la main? C'est-à-dire, de ton appel téléphonique, comment que ça fonctionne? Comment que tu parles? C'est quoi ton script? Jusqu'à passer chez le notaire. Est-ce que tu te présentes chez le notaire? Est-ce que tu comprends pas ma question? Oui, je comprends bien. Tu veux savoir aussi qu'on segmente toutes les différentes étapes qui mènent à une transaction. Exactement. Bon, que ce soit la prospection ou que ce soit un client qui m'a été référé, les gens me choisissent, moi, pour 2 raisons en particulier, parce que je leur demande, pourquoi vous m'avez choisi? Puis les gens me disent tout le temps la même affaire. On t'a choisi pour ton énergie puis ta compétence. On a l'impression là, que tu es tellement énergique que tu vas tout donner. Tu vas tout donner pour notre cause. Tu vas tout donner. Tu ne laisseras aucun détail au hasard. C'est vraiment inspirant, Gab. J'ai hâte d'écouter. Là. Vas-y, let's go. Puis la deuxième, c'est vraiment la compétence. Puis ça s'acquiert avec les années. Mais je pense qu'il ne faut pas chercher de recette miracle parce que l'énergie, ou plutôt la passion, ou le feu sacré pour notre métier, ou peu importe le métier, c'est important. Parce que les gens le ressentent. Les gens, ils me regardent et disent, wow, t'aimes vraiment ça, hein? Puis les gens, le compliment que je me fais souvent donner, les gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, c'est, wow, t'as l'air passionné, t'as l'air d'aimer ce que tu fais. Puis pour moi, ça, c'est merveilleux. Tu sais, j'aime mieux que les gens me disent ça, qu'ils me disent, ah, c'est le fun, tu fais beaucoup d'argent en immobilier, ou t'as plein de trophées, ou. Pour moi, ça, c'est secondaire, c'est le résultat de ma passion puis de mon énergie. C'est ça qui arrive. Mais à la source, la passion puis l'énergie, c'est ça qui me distingue. Fait que quand je parle avec les gens, au téléphone ou en personne, les gens, ils reçoivent cette énergie-là. Puis la façon que je communique, ils se disent, wow, OK, cette personne-là, il connaît son domaine. L'immobilier, c'est sa passion, c'est son domaine. C'est un expert. Je veux que le client devant moi se dise, OK, je suis en bonne main, j'ai confiance. Fait que quand je rencontre la personne, c'est une interaction. Je pose beaucoup de questions. Je veux que ça soit le plus possible. 70% eux, ils me parlent. Donc, vous, monsieur le client, vous voulez vendre votre maison. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre choix d'un courtier? Qu'est-ce que vous vous attendez de votre courtier? Pour vous. Parce que chaque personne est différente. La personne va me dire, ah, moi, ce qui est important, c'est que je vais avoir un courtier qui se démène pour nous, qui travaille fort pour nous, puis je veux sentir là, qu'il y a vraiment nos intérêts à cœur. Parfait. Je comprends. Le service personnalisé. Vous avez quelqu'un qui va aller au bat pour vous. Parfait. Très clair. Quoi d'autre? Bien, on veut quelqu'un qui connaît vraiment notre secteur, là, parce qu'il va être capable de le vendre aux acheteurs. Excellent. Donc, vous voulez quelqu'un qui connaît les écoles, les commerces, les développements immobiliers qui se font dans le secteur, tous les services à proximité. Vous voulez quelqu'un qui est capable de renseigner l'acheteur qui vient peut-être pas de votre secteur sur qu'est-ce qui vient avec la maison, avec cet achat de maison-là. Excellent. Fait que c'est plus basé sur sur le client que sur moi. Moi, je suis là pour l'aider. Fait que je lui pose des questions constamment. C'est quoi votre projet après? Où vous allez aller? Une fois que vous avez vendu votre maison, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté? Parlez-moi de votre projet. Oh, ça va voir, on se déménage sur la rive sud pour être proche de notre fille parce qu'elle a 2 enfants. Puis hey, c'est le fun. Avez-vous des photos de vos petites filles? Là, parce que, tu sais, c'est ça qui est important. Pourquoi vous voulez vendre? C'est quoi la motivation derrière la vente? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous m'engagez, là, puis on se projette dans le futur, on est chez le notaire, là, c'est vendu, c'est final. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que vous soyez 100% satisfait? Là, les gens vont dire, il faudrait qu'on vende au bon prix. Il faudrait qu'on vende à des gens qui apprécient notre maison. Il faudrait là, que tu nous aies
parler de toutes les étapes en avance pour qu'on soit avisé de tout ce qui s'en vient d'avance. Fait que je collecte l'information puis je prends des notes. J'écoute. Puis ce qui arrive, c'est que quand je rencontre un client, la plupart du temps, ils savent je suis qui parce que je leur ai envoyé des exemples de publicité par courriel, par la poste. Ils ont vu des vidéos de qu'est-ce que je fais pour mes clients qui vendent des maisons. Je leur dis, écoutez, il y a plus d'1 million de personnes qui ont vu mes vidéos. Et votre maison, elle va être vue par 10 000 personnes dans l'espace de 4 jours. Puis ils ont vu les vidéos. Ils ont vu la publicité. Ils connaissent mon parcours. Ils savent que j'ai vendu des centaines de propriétés. Ils savent que je fais partie des meilleurs dans mon domaine. Fait que je parle très peu de moi, mais je leur envoie avant la rencontre. Comme ça, ils peuvent constater mes qualificatifs. Ils savent là, que je maîtrise bien. Fait que quand je les rencontre, c'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux. C'est juste de voir si le courant passe. Si eux pensent que je suis la bonne personne, je vais être là pour les aider. Mais je suis détaché du résultat. Aucune pression. Regardez, monsieur, madame, prenez le temps qu'il faut. Choisissez-moi seulement si vous êtes persuadé que je suis la bonne personne. Si vous pensez que c'est une autre personne qui serait mieux pour vous, écoutez, il n'y a pas de problème. On va rester amis. J'enlève la pression, puis souvent, ce qui arrive, non, Gabriel, on est à l'aise. Fait qu'il faut que ça soit un choix, faut pas qu'il y ait de pression, parce que ces gens-là, je vais être avec eux pendant 6 mois. Puis je les suis, comme tu me dis tantôt, je les suis toutes les différentes étapes. Je suis là, je les appelle, je préviens le coup. Je les appelle des fois le soir pour les rassurer quand ils sont nerveux. Quand je vais poser le vendu, je pose le vendu, je prends une photo avec eux, je m'assis dans le salon, je passe une demi-heure à jaser avec eux pour détendre l'atmosphère, pour célébrer, ancrer le moment positif. Parce que la personne, quand on met le vendu, là, c'est un moment positif pour eux, c'est émotif. Fait que je m'assois dans la maison avec eux, je passe une demi-heure, puis j'ai ancré dans leur tête ce moment-là. Je veux qu'ils se rappellent de ce moment-là. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'adjoints et beaucoup de personnel qui m'aident à avoir du temps pour faire ces choses-là. Fait que je veux que là, dans le client, là, ils se disent, Gabriel, il s'est occupé de moi du début à la fin. Il m'a encadré. Il a tout donné. La confiance, c'est plus important. Et puis, si jamais j'ai un client que ça va pas nécessairement bien, parce que on va dire que ça va bien 95% du temps. Mais quand il y a 5% que ça clique pas bien, je vais dire au client, monsieur le client, avez-vous confiance en moi? Parce que si vous n'avez pas confiance en moi, j'aime mieux qu'on travaille plus ensemble. Parce que pour moi, c'est plus important que vous ayez confiance en moi que d'avoir un chèque de commission. Puis la plupart du temps, les gens vont dire non, on a confiance en toi. Parce qu'ils vont voir que pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils fassent confiance dans le processus. Parce que s'ils ne font pas confiance dans le processus, là, ça va jamais bien. Fait que je fais toujours des rappels. Je veux m'assurer qu'eux autres, dans leur tête, quand que je vais sortir de la maison, qu'ils ne parleront pas dans mon doigt, c'est un ci, c'est un ça. Je veux qu'ils disent, hey, lui, il a nos intérêts à cœur. Lui, là, il travaille pour nous. Lui, là, il est venu ici, il a passé une demi-heure avec nous pour s'assurer qu'on avait confiance en lui. J'ai encore plus confiance en lui. Fait que c'est ça qui est important. Il faut que les gens aient confiance. Du début jusqu'à la fin. Puis quand le contrat est signé, il ne faut pas les abandonner, là. Faut donner la même qualité de service. Souvent, il y a des gens qui vont faire la critique que certains courtiers vont donner beaucoup d'attention au début, puis après ça, ils disparaissent. Mais je pense que c'est comme le gym. Il faut être au gym 5 fois par semaine, mais pas dans un mandat. Il faut être là tout au long du processus de vente. Puis les accompagner, puis les rassurer. Notre job, c'est de les rassurer. Quand ils sont nerveux, quand ils sont stressés, on les rassure. Ça va bien aller. Voici ce qui va se produire par la suite. Voici les étapes à venir. C'est normal que vous vous sentiez comme ça. C'est normal. 100% de mes clients se sentent comme vous. Je vais vous expliquer ce qui va s'en venir. C'est de les rassurer de ce qui s'en vient, puis de leur dire que, regardez, peu importe ce qui va se passer, il y a des solutions. Puis j'ai déjà vécu ça, puis j'ai aidé des centaines de clients. Je vais vous aider à traverser ça, peu importe ce qui va arriver. Puis les gens apprécient ça. La recette, je pense, c'est là-dedans. Certainement. C'est là-dedans. La confiance, puis c'est d'écouter les gens. C'est pas de faire un pitch de vente avec des statistiques. Moi, je suis tant au Québec, puis je vends tant. C'est important, les qualifications. Mais le client, lui, il veut savoir qu'est-ce que tu vas faire pour moi. What's in it for me? Tes ratios, là, puis ton char de luxe que tu vends, puis tout le matériel que tu as avec ton succès. Bravo pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Comment tu vas m'aider, moi et ma famille? C'est ça le plus important. N'importe quel courtier est capable de vendre ta maison, mais s'il veut vivre l'expérience, quelle expérience tu vas donner? Tu parles, tu poses des questions, on voit que tu es vraiment là pour la personne, tu veux vraiment l'aider avec les questions que tu poses. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce que tu as dit? C'est vraiment écouter le client parler et avec ça, tu vas pouvoir comprendre c'est quoi ses besoins et avoir la confiance.
C'est parler avec confiance et gagner la confiance du client. Puis je pense qu'il était important, c'est que une fois qu'on établit la base, puis la communication est là, puis la confiance est là, ben là, on est prêt à décoller. On a tout ce qu'il faut pour partir le mandat puis que ça se passe bien. Tu sais, moi, je mets beaucoup, beaucoup d'efforts au début pour que la confiance se développe, pour que la propriété soit dans son meilleur état pour la vendre. Souvent, je vais rentrer chez le client, je vais faire plein de recommandations dans la maison avant. Je vais leur dire, regardez, si vous faites ces recommandations-là, vous allez vendre plus cher, vous allez vendre plus vite, vous allez avoir plus de sous dans vos poches pour aller en voyage avec votre famille. Fait que je prépare la maison, mais je prépare les clients aussi à ce qui s'en vient. Fait que la préparation est extrêmement importante. Je suis pas pressé, moi, de mettre la maison sur le marché. Je veux mettre la maison sur le marché, là, quand elle est dans un meilleur état pour aller chercher le maximum de sous pour les gens qui veulent vendre. Puis je veux que eux, dans leur tête, soient prêts. Des fois, je rencontre des gens, une madame récemment, elle était nerveuse. Écoutez, madame, prenez le temps, prenez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai dit, moi, je suis pas venu pour mettre de la pression. Je sais que ça fait 30 ans que vous êtes ici. Prenez le temps qu'il faut, puis quand vous allez être prête, rappelez-moi. Je vais repasser vous voir. Fait que je donne le temps aux gens d'accepter le fait qu'ils vont déménager, parce que des fois, c'est émotif. Fait que les gens, ils apprécient ça. Ils disent, wow, aucune pression. Il m'a compris, il m'a écouté. Il n'a pas été basé juste sur ses intérêts à lui puis faire de la commission. Il était là pour m'aider moi. Il a respecté mon rythme de croisière. Parce que moi, là, mon rythme, là, c'est une fusée. Là. Moi, là, je vais à la vitesse d'une fusée. Mais les gens, ils n'ont pas le même rythme que moi. Mon défi à moi, c'est toujours me dire quel est leur rythme à eux, à quelle vitesse de croisière ils veulent aller. Puis je me pèse, je m'adapte à leur rythme de croisière, tout simplement. C'est imbattable. La valeur ajoutée que tu donnes, si tu compares avec les gens qui veulent vendre par eux-mêmes, tu n'auras pas tout ça. C'est ça. C'est pour ça que avoir un courtier, c'est pour ça que tu dois avoir un courtier. Tout ce que tu dis, ce que tu nommes, c'est pour ça qu'un client devrait choisir un courtier. C'est toute l'expérience qui vient. Sinon, c'est toi qui dois te gérer toi-même. C'est des fois, c'est très difficile. Exactement. C'est le côté. Les gens, ils pensent que vendre une maison, sa propre maison, c'est juste des chiffres. Mais c'est avant tout des émotions. Quand tu vas négocier, les émotions vont être là. Quand il va y avoir l'inspection, les émotions vont être là. Avant de se rendre chez le notaire, tu vas être stressé. Mais les gens peuvent choisir l'avenue qu'ils veulent. Ils vendent par eux-mêmes, prendre un courtier. Mais je pense que, tu sais, notre rôle à nous, si on travaille bien, c'est assez facile de démontrer notre valeur ajoutée dans le processus. Puis les gens, souvent, quand je les rencontre, je leur explique ce que je vais faire pour eux, puis qu'ils hésitent à me prendre un courtier, puis ils vendent par eux-mêmes. Souvent, ils vont me dire, ah, Gabriel, laisse faire ça, je ne vendrai pas par moi-même. Tu m'expliquais, je ne serais jamais capable de faire tout ça, tu sais. Quand je commence à leur dire toute la campagne de publicité que je vais faire pour eux, avec tous les éléments stratégiques de vente puis de marketing, j'ai fait une maîtrise en administration. J'étudie le marketing numérique depuis 2 ans à temps plein pour faire en sorte que votre maison soit vue par la bonne clientèle. Puis qu'au lieu d'avoir 10 visites, on en ait peut-être 50. C'est ça mon objectif. Puis vous, si vous vendez par vous-même, vous allez être capable de la vendre. Mais est-ce que vous allez être capable de répliquer les résultats que je vais avoir? Est-ce que vous allez être capable de dormir aussi bien? Parce que moi, mon but, c'est que vous ayez la tranquillité d'esprit pendant le processus. Fait que je pense qu'un courtier qui démontre sa valeur ajoutée va être capable de se démarquer du proprio, de toutes les façons de vendre sa maison par soi-même. C'est juste qu'il faut clairement démontrer qu'on est là pour le client puis qu'on a une valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Puis de bien le vulgariser, de bien l'expliquer au client. Très bien dit. Prochaine question. Un nouveau courtier qui aspire à devenir un courtier immobilier qui veut avoir du succès. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? 3 conseils. Premier conseil, trouve-toi un mentor qui est courtier immobilier, qui va très bien, qui est senior. Puis va le voir, puis devient son meilleur ami. C'est super simple. Ça prend absolument ça. Ça prend absolument ça. Je l'ai fait, puis tous mes amis qui commencent dans l'industrie, j'agis un petit peu comme mentor, mais des fois, quand ils ne sont pas dans la même ville, je leur dis, prends quelqu'un dans ta ville. Ça prend absolument un mentor pour t'aider juste à être moins insécure. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, là, à chaque 2 semaines, je l'ai abandonné. Ah, c'est trop dur. Ah, je suis insécure. Ah, je suis pas bon. Ah, je vais retourner employé. J'étais insécure tout le temps. Mais vu que j'avais un mentor, il me calmait. Fait qu'un mentor, c'est pas juste pour développer des habiletés de vente, mais c'est pour avoir la confiance puis pas baisser les bras au début quand c'est dur puis qu'on est insécure puis qu'on a peur de pas réussir. Fait que ça, c'est la première chose. Puis c'est pas nécessaire d'engager un coach. Un mentor peut très bien faire l'affaire. Puis un mentor, c'est gratuit.
Puis pour inciter un mentor à accepter, dites-lui, regarde, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, toi? J'aimerais ça qu'on se voit une fois par 2 semaines, mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour t'aider? Excuse, j'ai un chat dans la cuisine, puis il fait tomber des plats. Je le salue, il est gentil. Faut pas faire ça, chaton. Fait que ça, c'est le premier conseil que je te donne, c'est par rapport au mentor. Uh-huh. Un deuxième conseil, ça serait de trouver une façon d'être le plus rapidement possible devant les gens. C'est-à-dire être devant des gens qui veulent acheter ou vendre des maisons. Comment faire ça? C'est de peut-être aller voir des courtiers de votre bureau qui ont du succès, qui ont beaucoup de maisons à vendre. Dire, écoute, est-ce que je pourrais, par exemple, faire des visites libres sur tes maisons? Puis de dire, regarde, moi, je vais faire des visites libres le vendredi, pas le vendredi, le samedi, le dimanche. Chaque samedi, chaque dimanche. Pas nécessairement pour vendre une maison, mais pour être en contact avec des acheteurs, des vendeurs, des gens de l'industrie, puis développer une aisance à parler avec les gens. Parce qu'au début, on est gêné, on connaît pas grand-chose. Fait qu'il faut rapidement se défaire de la gêne en étant devant les gens. Puis moi, là, par exemple, si un courtier vient me voir et me dit, je veux faire des visites libres sur ta maison, on m'a dit oui. Fait qu'il faut juste pas être gêné pour aller les voir, les courtiers. Puis de faire des visites libres souvent sur des maisons qui viennent de sortir, c'est ceux-là qui ont le plus de trafic d'acheteurs qui viennent aux visites libres. Et puis par la suite, c'est d'absorber ça puis de faire des suivis la semaine qui suit après les visites libres avec les gens qui sont venus à la visite libre. Tu sais, des rappeler, des relancer. Parce que en ayant un mentor, en ayant des visites libres, souvent au début, 2-3 visites libres par semaine, ben ça nous met plus rapidement dans l'action. C'est sûr. Tu sais, je suis en train de jouer, là. Je suis sur la glace en train de jouer au hockey. Là. Je suis pas sur le banc en train de regarder le monde et dire, faudrait bien que j'essaye ça. Je suis direct dans. Ce serait la deuxième chose. La troisième chose que je pourrais faire pour un courtier qui commence, ça c'est de travailler son mindset. Pourquoi? Parce que quand on commence en vente, peu importe ce qu'on vend, on se rend compte que tabarnouche, c'est plus difficile qu'on pense. Fait qu'on se dit, je suis pas bon. La vente, c'est peut-être pas faite pour moi. Comment qu'ils font les gens pour vendre, pour être bon? Parce que moi, je pense pas l'avoir. Fait que rapidement, on n'est pas habitué à faire face à des obstacles. On n'a pas de résilience quand on la développe. Fait que développer son mindset, sa force mentale à traverser des obstacles, à se faire dire non par des clients, puis à pas faire de vente peut-être pendant 8 mois, c'est quelque chose qui est crucial en affaires. Puis comment la développer, cette force mentale-là, ce mindset-là, en écoutant des podcasts à chaque jour. Moi, j'écoute 1 heure ou 2 de podcasts par jour depuis que ça existe, les podcasts. En lisant des livres, je lis à peu près 1 heure ou 2 par jour. Fait que si j'écoute des formations sur YouTube, des podcasts dans mon auto, on se promène tous en auto, pourquoi pas écouter des podcasts dans l'auto? Moi, j'écoute 100% du temps des podcasts quand je suis dans mon auto depuis 10 ans. Je suis jamais en train de me déplacer dans mon auto sans nourrir mon cerveau de quelque chose. Pas de musique? Fait que, oui, souvent la musique qui me met de la bonne musique, quelque chose qui va me chercher en dedans. Là, souvent, quand je vais avoir des évaluations, je vais me mettre dans un mindset que je suis joyeux, puis je suis là pour aider, puis j'ai hâte, c'est la plus belle journée de ma vie. Oui, mais j'essaie de nourrir mon cerveau puis de mindset. Puis quand je parle de formation, de podcast, puis de YouTube Mindset, c'est des formations, ça peut être sur la psychologie, ça peut être sur la vente, ça peut être sur l'entrepreneurship, ça peut être sur des histoires de gens qui ont réussi, des histoires de gens qui ont eu beaucoup d'obstacles, qui n'ont pas eu du succès pendant des années, mais qui ont eu du succès par la suite. Ça peut être des livres, des autobiographies. Parce que ça va renforcer. Le muscle, là, c'est comme l'entraînement. Ton muscle, le mindset, il va se développer avec le temps. Tu vas être capable de faire face à de l'adversité puis à toutes les différentes difficultés d'être à ton compte plus facilement. Puis tu n'abandonneras pas. Tu as une transaction qui va tomber. Ben, au début, tu pleures pendant une journée, tu es triste. Mais quand ça fait 1 an ou 2 que tu travailles ton mindset, ça tombe 5 minutes après, tu es en mode, OK, on va en chercher d'autres. Celle-là ne marche pas, parfait, je vais en chercher d'autres personnes à aider. Mais ça se développe, ça. Les gens me disent, hey, comment tu fais pour avoir un mindset de même? Mais c'est parce que je l'entraîne, là. Oui. Je l'entraîne, là, comme j'entraîne mes muscles, là. Fait que moi, je suis tout le temps dans un mode, puis j'écoute des affaires plus spirituelles, sur l'abondance. Pour tout le temps me rappeler qu'il y a de l'abondance de tout. Il faut juste le prendre, puis le recevoir, puis beaucoup donner. Si je donne, je vais recevoir.
puis j'ai pas à m'inquiéter, je vais être capable de survivre. Non. Si tu fais les bonnes actions, tu travailles fort, tu as un mentor, tu travailles ton mindset, tu vas avoir du succès, c'est certain. Après ça, il faut que tu fasses tes confiances. Tu as la foi que ça va bien arriver parce que tu as fait les bonnes actions. Puis ça prend du temps quand même. Puis continue de travailler ton mindset, continue de travailler tes habiletés. Fais du Toastmasters. Développe tes habiletés de marketing. Parle mieux, écris mieux. Apprends l'anglais si tu parles pas l'anglais. Suis des cours de vente en ligne, suis des cours d'immobilier en ligne. Va chercher les ressources. Fait que les outils sont là. Wow. J'ai pas besoin de rajouter rien sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire mentor, visite livre et mindset. Wow, excellent, excellent. Exact. Et si tu devais donner un conseil à éviter un courtier immobilier, ça serait quoi, Gab? C'est super simple. Je dirais arrêtez de vous comparer. Alors, regardez pas les courtiers qui font beaucoup de ventes parce qu'ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même expérience que vous. Alors, regardez pas les gens qui ont des belles autos, des belles montres. Enlevez tous les gens sur vos réseaux sociaux qui sont là pour le bling-bling, pour le paraître. Parce que ça va vous démotiver. Vous allez vous comparer à eux. Mais c'est pas une course, c'est pas une comparaison, là. Vous êtes juste, c'est vous versus vous. Vous contre vous. Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Les autres, ça ne dérange pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que, faut être dans le bon mindset, faut pas être dans un mindset qu'on se compare parce qu'on veut toujours plus. Non, on veut pas plus. Vous êtes bien comme vous êtes, là. Vous êtes parfait comme vous êtes. Allez chercher des habiletés, puis vous allez vous développer. Fait que, de ne pas se comparer aux autres, très important. De pas faire ce métier-là pour l'argent, puis le matériel, puis tout le côté superficiel qu'on voit sur Instagram, par exemple, mais de le faire parce que vous avez la passion pour l'immobilier, puis vous aimez ça être avec les gens, puis aider les gens. Le succès, puis les bébelles, puis les choses fun de la vie, les voyages, ça va venir, c'est certain. Il faut pas partir avec ce mindset-là que je fais ça pour l'argent. Ça va se sentir, les gens vont le sentir que vous n'êtes pas là pour leurs intérêts. Fait qu'il faut pas se comparer aux autres, faut pas regarder les autos de luxe, puis les montres de luxe, puis les bottillons de luxe. On le fait pas, c'est pour ces raisons-là, puis on se compare pas à ces gens-là. Deletez les gens que vous suivez, les comptes que vous suivez de gens qui sont là pour le bling-bling. C'est pas important, ça. C'est pas important, ça. Moi, les courtiers que j'admire, là, c'est des courtiers qui ont un succès monstre, mais qui vivent quand même modestement. Comme mon premier mentor s'appelait Jacques Belzile. C'est le courtier pendant 10 ans qui vendait le plus de maisons au Québec. Il faisait une fortune. Il avait une maison extrêmement modeste. Il s'habillait modestement. Il avait un beau véhicule, mais il était modeste. Il vivait modestement. Il ne faisait pas pour montrer aux autres qu'il avait du succès, parce que le succès, il est à vous, là. Il n'est pas aux autres. Ça ne sert à rien de le montrer aux autres, là. Ça vous appartient. C'est pas une compétition, c'est pas un concours, là. Fait que arrêtez de se comparer. Je pense que c'est bon pour votre santé mentale, parce que vous allez vous apprécier votre progression à vous. Vous n'allez pas vous dire, je suis bon, mais tu sais, lui est meilleur que moi. Ça ne dérange pas les autres. Mm-hmm. Il y a certains qui se motivent avec qu'est-ce qu'ils peuvent avoir aussi, Gab. Tu penses-tu? Je pense que oui. C'est parce que faut pas que ça devienne dans l'excès, tu sais. Je pense que ça peut être une bonne source d'inspiration. Quand moi, là, le 12 ans, là, j'habitais dans un 2,5, j'avais 30 000 $ de dette. J'ai une vidéo que j'ai faite. C'était un petit appartement là, sur le boulevard Cartier à Laval. J'avais pas une scène. J'avais un char rouillé qui avait 12 ans. Puis j'aspirais à avoir une maison, à pouvoir voyager. C'est important d'avoir des objectifs. Je pense que ça, c'est tout le monde. C'est une source d'inspiration, mais il ne faut pas que ça soit que ça. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit juste que ça. Ouais. Exact. Puis de dire, tu sais, quand je vais avoir une montre à 10 000, je vais être heureux. Ouais, mais tu sais, investir, travailler fort pour des expériences, pour un voyage en famille, pour un voyage avec des amis, tu sais. Expérience. Pour avoir une maison pour te loger puis avoir ta famille, peut-être, tu sais. Mais c'est de bien balancer, c'est de pas tomber dans une roue qu'on veut plus pour acheter plus, tu sais. Tu vas te démotiver si tu regardes les autres puis tu viens de commencer puis tu vois des volets, c'est une Porsche, le courtier et finalement tu vis des défaites puis à un moment donné tu te démotives parce que tu te compares à ces gens-là. Tu te demandes pourquoi je ne réussis pas, pourquoi je ne suis pas capable d'atteindre ces niveaux, mais tu ne connais pas leur background, tu ne sais pas combien de fois ils se sont relevés pour avoir acheté ces Porsche, tu vois. Exact. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que les biens matériaux, c'est pas bien, puis d'acheter une Porsche, c'est pas bien. C'est bien. Mais quand on commence, je pense qu'il faut avoir le focus ailleurs. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Il ne faut pas juste focuser sur ça. Effectivement. Si je devais
si tu devais retourner dans le temps et rencontrer le jeune Gabriel, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, avec l'expérience que tu as gagnée aujourd'hui, et si tu pouvais donner un petit conseil à Gabriel, ce petit Gabriel qui vient de commencer dans le courtage, ça serait quoi comme conseil? Je dirais, fais-toi confiance, ça va bien aller. Tu travailles assez fort, tout va bien aller. Je doute pas. Aie pas de doute. Fonce. Continue à faire ce que tu fais là. Regarde pas en arrière. Aie pas peur de pas réussir. Tout le monde peut réussir. Si on travaille fort, sur une longue période, on va réussir. C'est certain. C'est Absolument. la loi de la cause à effet. Si je fais X, il va y avoir une conséquence Y. Il faut juste que je passe assez longtemps pour que ça se matérialise. Fait que je lui dirais simplement, aie confiance, ça va bien aller. Je dirais, ça va bien aller, inquiète pas, ça va bien aller. Continue ce que tu fais. Aie pas de doute. Dors bien la nuit. Ça va bien aller. Justement, Exact. c'est ça le mot, la phrase exact. Vraiment. On a presque fini, Gab. Et là, c'est les questions rapides. Faut que tu réponds le plus rapidement possible, parce que c'est ça mon conseil. Bon. Et avant qu'on rentre dans les questions chrono, une dernière question. Quels sont tes rêves? Tes rêves pour les prochaines années? Je l'ai pas écrit, mais je suis curieux de savoir c'est quoi que tu veux accomplir dans les prochaines années. Quels sont tes rêves? Ben, au niveau professionnel, moi, ce que j'aimerais, c'est de continuer à aider un maximum de gens avec leurs besoins immobiliers. Puis étant donné que ça marche bien pour moi, ça me permet de pouvoir donner de la business à d'autres courtiers immobiliers autour de moi. C'est parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent maintenant. Fait que je peux aider. Ben, en fait, oui, j'ai déjà des courtiers que je donne des clients acheteurs de différents bureaux, mais de continuer ça. Parce que quand moi, ça va bien, ben, ça me permet d'engager plein de monde autour de moi. Puis eux peuvent nourrir leur famille, peuvent avoir du succès. Fait que mon succès à moi, il peut faire domino sur plein d'autres personnes. Fait que je veux continuer à avoir du succès pour aider d'autres personnes à pouvoir aider d'autres personnes, puis ça fasse effet domino sur tout le reste. Puis, tu sais, moi, je garde ça simple. Tu sais, je suis en santé, je suis heureux. Je m'entoure de personnes que j'apprécie puis que j'aime. C'est ça le plus important. Puis, si à un moment donné, l'immobilier, par exemple, j'aimais plus ça, ben je ferais d'autres choses. Je veux toujours avoir la passion pour ce que je fais. Puis ça tombe bien parce que l'immobilier, j'aime encore ça. Je vais le faire tant et si longtemps que je vais avoir du plaisir. Puis c'est un peu ça, très simplement. Puis de pas oublier dans le monde des affaires, c'est quoi qui est le plus important, hein, la famille, les amis. C'est ça qui est le plus important au bout de la ligne, tu sais. Puis de pas perdre ouais, je te dirais que c'est un peu ça. Oh, c'est excellent. Question chrono. On a toujours une citation. Les citations, je trouve que ça dit beaucoup en une phrase. As-tu une citation que tu aimes vraiment, que ça dit beaucoup pour toi? Oui, il y a un film, La Société des poètes disparus, avec Robin Williams. Carpe diem, saisir le jour, c'est de vivre le moment présent, mais de saisir toutes les opportunités qui se présentent devant nous au moment présent. Parce que des fois, on les voit pas, mais ils sont devant nous. Tu sais, les opportunités sont directes devant nos yeux. Puis il faut aussi profiter de chaque instant qui est devant nous, tu sais. Parce que ce moment-là, il ne reviendra plus. Bien sûr. C'est important d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Puis des fois, c'est un bon remède pour la dépression, puis le monde sont angoissés de dire, regarde, je suis en santé, j'ai un père, j'ai une mère, je respire de l'air, je suis au Canada, le meilleur pays dans le monde entier. J'ai la chance de travailler à mon compte. Tu sais, c'est de ramener ça à qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui. Puis de saisir tout ce que je peux saisir aujourd'hui, puis de pas trop me concentrer sur l'angoisse de qu'est-ce qui s'en vient plus tard, puis de penser à ce qui me fait de la peine dans le passé. Dire aujourd'hui, comment je peux faire que cette journée-là soit la meilleure. Puis je pense que c'est un concept qui est universel dans toutes les cultures, depuis le début des temps. Puis je pense que j'ai toujours aimé ça. Cette phrase-là m'a toujours suivi. As-tu un tatou de Carpe Diem? J'en ai pas. J'ai pas de tatou. Mais c'est mon professeur, mes professeurs, quand j'étais au secondaire, au Mont-Saint-Louis, M. Gadebois, qui nous avait parlé de ce film-là. Puis depuis, je l'ai tout le temps en tête. C'est vraiment une belle phrase. C'est vraiment une belle phrase. Puis c'est vrai, quand tu vis dans le présent, mais tu vis pas la dépression. Quand tu as peur du futur, on dit que ça crée l'anxiété. Quand tu penses à ton passé, ça crée la dépression. Donc quand tu vis dans le présent, tu vas saisir les opportunités. C'est vivre au présent. Exact. Puis tu sais, faut être heureux maintenant. Je suis pas heureux quand je vais faire tant de ventes ou quand je vais avoir tel trophée en immobilier. Non, je suis heureux aujourd'hui.
Puis en étant heureux aujourd'hui, je vais atteindre mes objectifs. Tu sais, puis même moi, souvent, on se donne des objectifs, puis on se stresse à les atteindre, mais tu sais, ça sert à rien de se mettre un stress additionnel. Regarde, concentre-toi sur ce que tu as à faire aujourd'hui, sois heureux avec ce que tu as, puis tout le reste va bien aller. C'est important de se le rappeler. Mm-hmm. Prochaine question. Question chrono. Y a-t-il une habitude? C'est quoi ce mouvement? C'est l'énergie. C'est l'énergie. Tu peux bouger, là. Tu peux arrêter d'être assis pendant un an, moi, là. Ah, mais man, tu sors des choses que tout le monde va apprécier, des facts. Y a-t-il une habitude qui t'a vraiment aidé à avoir du succès dans ta vie? Une habitude en particulier? Ben, écoute, je te dirais, il y en a 3. C'est 3. L'entraînement, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, 45 minutes, depuis toujours. Depuis que je suis sorti depuis le cégep, je n'ai jamais arrêté. Puis je le fais juste parce que c'est une habitude qui enchaîne d'autres bonnes habitudes. La nutrition, tu sais, moi, je veux mettre le carburant, l'essence que je mets dans mon moteur, je veux que ça soit de l'essence suprême. Puis je veux bien dormir. Si je contrôle ces éléments-là, le reste va bien aller. Fait que si je dors bien, je mange bien, puis je rajoute peut-être de la lecture à chaque jour pour nourrir mon cerveau, ben, je sais que tout le reste va bien aller. Fait que si je fais ça tout le temps, moi, j'ai jamais sorti de cette routine-là. Je m'entraîne à chaque jour, je dors bien à chaque jour, je mange bien à chaque jour. Le monde à mon bureau disait, Gabriel, t'es un soldat. Non, mais c'est pas que c'est un soldat. Ce qui est important dans la vie, c'est soi-même, là. Faut prendre soin de nous. Faut bien manger, faut bien dormir, faut s'hydrater, faut s'entraîner, peu importe le sport, que ce soit l'entraînement, musculation. Il faut lire pour nourrir son cerveau. Si on fait ça, là, on est bien parti, puis j'ai jamais lâché ces habitudes-là. Jamais. En vacances, n'importe quand. Ah ouais. J'étais en Afrique avec mes amis en novembre. On s'entraînait, on montait des montagnes, on lâche jamais les bonnes habitudes. Est-ce que tu bois? L'alcool? Mm-hmm. Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'aime pas ça. Si je bois trop, puis le lendemain, ça affecte ma capacité à réfléchir, là, je suis pas bien, parce que là, j'aime ça d'être pas trop excessif. OK. Tu t'es jamais défoulé. En vacances, des fois, je peux me laisser aller. Mais OK. Dis-moi que t'es un peu comme nous, là. Non, mais en général, je me laisse aller, mais j'aime pas ça, tu sais, le lendemain. Si je prends trop d'alcool, puis le lendemain, je suis pas capable de réfléchir, là, je suis pas capable. C'est normal, c'est normal. Je perds une journée, puis une journée, c'est précieux. Mais je suis capable de laisser aller une fois de temps en temps. Mm-hmm. Il faut. Ça fait du bien. Des contacts. Dernière question. All right? Je sais que tu lis beaucoup, tu écoutes des podcasts, donc en fait, c'est une question avec 2 réponses. Un podcast à nous recommander et un livre à nous recommander et pourquoi? Un livre, c'est le Compound Effect de Darren Hardy sur les habitudes qu'on peut tenir pendant longtemps pour avoir un impact sur notre vie. C'est juste que c'est bon pour n'importe qui. Ou même peut-être un autre livre, le Slight Edge. Le Slight Edge puis The Compound Effect, c'est 2 livres sur le même sujet pour développer une routine, des habitudes qui sont bonnes pour nous, mais sont bonnes aussi si on est en affaires, pour nous aider à instaurer une discipline. Je pense que ça, c'est vraiment bon. Excellent. Slight Edge et The Compound Effect. All right. Exact. Comment ça s'asseoir? Un podcast sur l'immobilier que j'aime beaucoup, c'est Super Agents Live. Super Agent Live? Agents Live. Ça fait 5 ans que ça existe. L'animateur, c'est Toby Salgado. Je l'ai rencontré d'ailleurs en Alberta. On a été prendre un café ensemble. Pour tous ceux qui sont en courtier hypothécaire, courtier immobilier, podcast exceptionnel. C'est un gars qui va vraiment deep dans les conversations. Il va vraiment en profondeur. Puis il donne beaucoup, beaucoup de ressources aux courtiers immobiliers. Super Agents Live de Toby Salgado. C'est une belle personnalité. Il est énergique. Le gars, il a eu du succès, mais il donne beaucoup. J'ai été déjeuner avec lui parce que on était dans la même ville à un moment donné, puis je voulais juste lui dire merci, puis accepter. Fait que ça donne une idée. Tu sais, le gars, il a accepté. Il est aux États-Unis, puis on s'est rencontrés en Alberta. Je pense que ça va aider pas mal tout le monde. Sur le mindset, sur les outils, sur la vente, sur des livres à lire, sur des ressources à aller chercher. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, Gab. Honnêtement, je pense qu'il y a tellement de choses que je dois appliquer, moi avec. C'est une des raisons pourquoi je le fais. C'est cool, hein. C'est une conversation qu'on a ensemble.
mais je peux partager ça en podcast, puis les autres aussi, ils peuvent écouter ces mêmes podcasts, même ces mêmes conversations, puis appliquer une ou deux choses. Et honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis posé la question, est-ce que je suis la personne idéale pour faire ce podcast? Moi, j'ai grandi dans mon pays, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Et j'ai appris le français à partir de l'âge de 8 ans. Puis jusqu'à aujourd'hui, je dirais pas que je maîtrise bien le français. Puis ce que j'ai retenu de ce podcast, c'est qu'il il faut pas lâcher. Et je vais aller prendre des cours avec Toastmasters. Puis c'est quelque chose que tu peux apprendre puis t'améliorer. Alors je me suis dit, you know what, fuck it, je vais me lancer quand même. Et il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui vont pas m'aimer, mais au moins je partage, j'amène de la valeur avec ce podcast. Donc c'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. Ça m'a fait plaisir, man. Yes, donc on a fini. That's it, man. All right, thanks. All right. Ça m'a fait plaisir, mon ami. Comment tu as trouvé ça? C'est quand même un long procès. Fantastique. Et comment tu aimes l'idée? Moi, mon but, c'est que les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires se réunissent ensemble et ils apprennent à se connaître chacun parce que, tu sais, les courtiers immobiliers, ils travaillent plus avec les spécialistes hypothécaires et avec le changement, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont... Je pense que le courtage hypothécaire va devenir populaire encore, de nouveau. Dans le temps, c'était ça le trend. Après ça, quand les banques ont commencé à donner des commissions, mais on a perdu beaucoup d'espace, beaucoup de place. Puis là, ça va redevenir populaire. Il y a comme l'agence Remax qui pense ouvrir leur propre courtage hypothécaire. Donc, il n'y a aucun problème. Ça peut être Multiprêt, ça peut être Remax, mais à la fin de la journée, tu vas référer un courtier hypothécaire et non une banque. Oui, c'est clair. C'est clair. Quelqu'un qui va s'occuper du dossier. Mais moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que tu vas te faire connaître avec ça, tu sais. Puis, tu sais, tu peux rester chez vous à rien faire, mais toi, tu décides de faire de quoi? Tu fais déjà une action de plus que les autres. Mm-hmm. Puis, on sait jamais ce qui peut sortir de ça, tu sais. Moi, je pense que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis demandé la même affaire. Puis 3 ans plus tard, j'ai vraiment eu un bon retour, tu sais. Je te dirais, la clé là-dedans, c'est la longévité. Plus longtemps tu le fais, meilleur vont être les résultats. C'est parce que le monde abandonne avant que ça commence à être payant. Ça commence. Tu sais, puis... Mais regarde. Hey man, vraiment, là, t'as donné tellement des bons conseils. Et, moi qui n'ai même pas dans le domaine de courtage immobilier, il y a des choses que je peux appliquer là. Donc, vraiment, merci beaucoup.